Quand j'ai quitté Google il y a 5 ans et que je me suis lancé en indépendant, j'étais nobody dans le domaine de l'impact positif qui était le sujet sur lequel je voulais bosser, et aussi sur les sujets marketing, freelance, entrepreneuriat. Donc en fait, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour prouver mon expertise? Comment est-ce que je fais pour créer un passeport pour m'ouvrir mes portes? Si tu te débutes, t'es full valeur, catégorie newsletter, un truc et une promesse hyper claire. Tu vois, proposition de valeur, c'est j'aide genre chaque semaine ou chaque nanin, j'envoie ce truc actionnable hyper concret qui va te permettre de passer de ça à ça. T'as la forme et le fond, et puis après effectivement il y a ce que tu dis, il y a le ton. Donc déjà, je pense que ce qui est important, c'est de craquer son format. On n'envoie pas une première édition à 10 personnes. Enfin, je veux dire, ça, en fait, c'est tellement long d'écrire une putain de newsletter qui apporte de la valeur. Genre, non, marketing de permission, jamais j'envoie mon lien de newsletter. Parce qu'en fait, c'est imblairable d'avoir un long message de quelqu'un qui te balance sa daube. Mets-y du temps, de l'intensité, du truc. Et quand tu décides de prendre au sérieux et que tu n'acceptes pas que ça grossisse pas, ça grossit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui, on va reparler de newsletter qui est quand même un gros morceau souvent dans le business model des solopreneurs. Et aujourd'hui, on va vous raconter une belle histoire. Une très belle histoire qui finit bien. Une histoire d'un freelance qui a lancé sa newsletter en partant de zéro, en parallèle de ses missions en freelance, et qui l'a montée à 10 000 abonnés et qui en a fait une des pierres angulaires de son business model, car aujourd'hui, il monétise en plus, il gagne de l'argent grâce à sa newsletter. Et ce freelance, solopreneur, maintenant on peut t'appeler aussi solopreneur, c'est Pierre Guilbeault. Salut Pierre et bienvenue au board. Salut Flavie, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, je suis ravie. Tu vas nous raconter toute ton épopée. Comment t'as fait pour passer de 0 à 10 000 abonnés en 10 mois? Donc là, tu mets à l'amende tous les solopreneurs comme moi qui ont lancé leur newsletter il y a 4 ans, qui sont même pas encore à 10 000 abonnés. Merci Pierre, au passage, pour le petit Scott. Non, je rigole. Mais c'est trop bien parce que t'as fait preuve de beaucoup d'imagination, de plein d'actions pratiques que vous allez pouvoir copier-coller tout au long des épisodes de ce podcast pour faire monter aussi votre audience, on va voir tout ce à quoi ça va vous servir, mais aussi potentiellement monétiser et vous créer une source de revenus complémentaire à votre activité de freelance. Elle est pas belle la vie. Allez, c'est parti pour la méthode en 5 étapes. Alors Pierre, t'as commencé comment cette épopée? Et déjà, pourquoi t'as créé une newsletter à la base? Parce que c'est pas si évident quand on est freelance de se dire tiens, je vais créer ma newsletter. Ouais, c'est une très bonne question et je peux te donner 2 réponses avec 2 use cases, puisque en fait moi je suis pas à ma première newsletter, je pense que je suis à ma 5e newsletter. J'ai l'impression qu'il y a 2 motivations, il y a eu 2 motivations pour moi à 2 moments différents de ma vie. Quand j'ai quitté Google il y a 5 ans et que je me suis lancé en indépendant, j'étais nobody dans le domaine de l'impact positif qui était le sujet sur lequel je voulais bosser, et aussi sur les sujets marketing, freelance, entrepreneuriat, parce qu'en fait j'avais beaucoup travaillé à l'étranger avant. Donc en fait je me suis dit, comment est-ce que je fais pour prouver mon expertise, comment est-ce que je fais pour créer un passeport pour m'ouvrir mes portes, pour ouvrir des portes. Et à ce moment-là, j'ai créé ma première newsletter qui s'appelait les petits hacks marketing, dans laquelle j'envoyais un hack marketing chaque matin dans la boîte mail de la personne, et c'est totalement gratuit. Cette newsletter, elle est encore live. Il y a eu plus de 15 000 abonnés, je pense, aujourd'hui, en l'espace de 4-5 ans. Le petit truc spécifique qui est intéressant, c'est que c'est pas une newsletter comme tout le monde, puisque c'est plutôt une séquence automatisée où tu reçois un email, je les ai préécrits et tu reçois pendant 2-3 mois des emails tous les jours. J'adore ce modèle. D'ailleurs, ça tombe bien que tu fasses une petite parenthèse parce que il n'y a pas genre la newsletter avec un grand N majuscule qui est hebdomadaire sur Substack et le reste n'existe pas. Il y a tellement de formats, c'est tellement original, on pourrait tellement faire preuve de plus de créativité dans les newsletters. Bon, parenthèse refermée, je suis sûre que tu nous donneras des tips aussi pour aider les freelances à lancer la newsletter qui va bien et qui prend peut-être moins de temps que la newsletter de veille ou la newsletter hebdo. Carrément. Là, c'était de la tu vois, les petits hacks marketing, c'était de la documentation d'actions marketing que j'avais réalisées sur les 5-6 dernières années en montant des projets, testant des choses, etc. Et donc ça, j'appellerais plus ça une catégorie newsletter, c'est-à-dire une newsletter où l'objectif, c'est d'être reconnu dans la catégorie. Et donc moi, c'était dans le côté marketing, hack, etc. Tu vois. Donc t'as fait ça pour avoir une existence aux yeux de tes clients potentiels en tant qu'expert. Mais là, t'étais que expert marketing, t'étais pas encore catégorisé dans le côté marketing à impact. Ouais, tout à fait. Là, c'était vraiment, je commence par ça. Et en fait, moi, après, en freelance, à côté, je suis allé de moi-même, tu vois, rencontrer des startups studios à impact positif, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire du one-one, de l'accompagnement pour des boîtes à impact. Et ça s'est très bien passé comme ça. Mais du coup, là, la motivation, c'était vraiment, je veux, en fait, prouver mon expertise. Et du coup, c'est un sujet sur lequel je vais prendre la parole. Il y a 1 an,
et quelques mois, quand j'ai lancé ma dernière newsletter, à mon nom, Pierre Guilbeault. Donc déjà, on voit la différence, les petits hacks marketing et Pierre Guilbeault. L'outil que j'ai utilisé, c'est Substack. Et en fait, ça venait d'une autre motivation qui était, en fait, sur les 10 dernières années, j'ai fait plein de projets. Il y en a que j'ai vendus, il y en a d'autres que j'ai arrêtés. Et en fait, à chaque fois, j'ai dû recommencer from scratch le développement de mon audience. Donc ça, c'était une des motivations de me dire, fait chier, en fait, genre, je sais pas, par exemple, la boîte numérique que j'ai vendue à Shine, que j'ai cofondé avec Théo, une plateforme de contenu sur le freelancing. On a créé une newsletter dedans qui s'appelle La Bombe. Tu reçois 2 emails par semaine. C'est pareil, c'est automatisé, même modèle que les petits hacks marketing. Un conseil pour gagner des clients, un conseil pour mieux organiser ton activité. 4500 abonnés en l'espace de 1 an et demi. Bah, tu vends, bam, tu recommences from scratch, t'as 0 abonnés, quoi. Et du coup, donc là, c'est génial. Donc le mec réfléchit, quoi, à l'avance. Truc de fou pour les freelances et solopreneurs que nous sommes. Tu t'es dit, bon, il y en a marre d'abandonner mes bébés au fur et à mesure, quoi. Il y a un truc qui va me survivre et du coup me suivre dans toutes mes aventures. Exactement, je veux un fil rouge. Et tu racontes quoi dans cette newsletter? Et ben justement, c'est ça la deuxième motivation pour cette newsletter, c'est que j'en avais marre d'être identifié que pour Pierre Guilbeault, cofondateur de la communauté Marketing Flow, parce que c'est sur ça que je prenais beaucoup la parole. Et au final, moi, vu que j'ai des clients qui venaient avec le bouche à oreille très facilement, je communiquais jamais sur mes activités de freelance. Alors qu'en fait, ma semaine, c'était à la fois du freelancing, à la fois être fondateur d'une communauté payante en ligne, et puis plein d'autres choses, plein de réflexions, plein de pensées. J'avais pas envie d'être défini par une étiquette que les gens me mettaient. Donc je me suis dit, en fait, moi, je suis plus que ça, et donc je vais créer mon propre canal de communication qui va arriver en premier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça qui va arriver, puis après, je vais distribuer vers mes différentes activités. C'est pas une activité, puis après, je peux dire que j'ai les autres, c'est ça. Et du coup, ça va me permettre de mieux contrôler aussi mon image, qui je suis, prendre la parole sur différents sujets qui sont importants pour moi, etc. Donc, le côté fil rouge et le côté, je veux m'exprimer, je veux mieux contrôler mon image. Alors déjà, j'adore parce que il y a plein de choses déjà dans ce premier épisode. On voit qu'une newsletter, elle peut servir à plein d'usages différents, rien que dans ce que tu as expliqué. Et aussi, je pense que tu t'es bonifié au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu as capitalisé sur toutes tes différentes expertises de newsletter, que tu les aies créées pour toi ou pour d'autres ou avec d'autres, et que c'est peut-être ça aussi qui t'a aidé à avoir ce succès qu'on pourrait qualifier de fulgurant. Donc c'est cool aussi, tu nous aides à nous sentir mieux dans nos baskets, parce que si on en a notre première newsletter et qu'on a, je sais pas moi, 1000 abonnés au bout de 2 ans, ce qui arrive fréquemment, c'est normal qu'on connaisse pas encore tous ces petits hacks que tu vas nous raconter dans cet épisode de podcast. Trop bien. Alors aujourd'hui, ta newsletter, elle te rapporte, tu m'avais dit en préparation, 80% de tes clients et à peu près 2000 € par mois hors taxe de revenus récurrents. Tu vas nous raconter comment tu as réussi à faire ça, mais c'est sans doute pas le cas aussi d'ailleurs au début. Pour la partie, donc, comment créer sa newsletter, quel concept choisir, qu'est-ce que tu conseillerais aux freelances et aux solopreneurs qui nous écoutent s'ils n'ont pas encore de newsletter? Moi, je pense que si tu, comme moi, débutes il y a 4-5 ans en tant que freelance, etc., en fait, mettre une newsletter à ton nom, tu te tires une balle dans le pied parce qu'en fait, il faut déjà, moi, je me suis permis de faire ça parce que ça faisait 5 ans de création de contenu aussi sur LinkedIn, de communauté, de réseau et plein de projets où je pouvais raconter des choses où il y a des gens qui étaient intéressés d'avoir les coulisses parce qu'ils suivaient ces différents projets, tu vois. Donc je pense que si tu débutes, t'es full valeur, catégorie newsletter, un truc et une promesse hyper claire, tu vois. Proposition de valeur, c'est j'aide genre chaque semaine ou chaque nanan, j'envoie ce truc actionnable hyper concret qui va te permettre de passer de ça à ça. Parce que pour moi, en fait, t'as besoin de sortir des fagots et pour sortir des fagots, il faut une proposition de valeur qui soit le plus claire possible, le plus limpide, etc. Moi aujourd'hui, je me permets avec ma newsletter Substack de dire chaque vendredi, je documente mes réflexions pour m'épanouir au quotidien et je mets des mots-clés comme impact positif. J'allais dire. Mais jamais faut faire ça au début, tu vois. Ça fait un peu newsletter de célébrité, tu vois. C'est comme quand comme les mecs qui vont te dire, moi, j'ai percé sur Insta, j'ai 50 000 abonnés d'un coup. Bah oui, parce que t'étais hyper connu, t'avais 150 000 abonnés sur LinkedIn avant. Donc, quand t'as ouvert ton Insta, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est cool aussi que tu nous racontes l'envers du décor comme ça. Et je pense aussi, par contre, que c'est pas très smart de ma part de faire ça. Parce que c'est pas ce qui va permettre de générer le plus de viralité sur le côté. En fait, la newsletter, ça permet d'atteindre exactement ça et tout. C'est parce que moi, je me permets d'avoir des décalages. D'un coup, je raconte les coulisses de l'aventure de Marketing Flow. D'un coup, je raconte, tu vois, un résumé de livre qui m'a beaucoup plu, ma quête d'équilibre, etc. Donc, mais pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je préfère avoir alors c'est contre-intuitif parce que tu dis que j'ai une croissance assez forte en termes d'abonnés, mais moi, je pense que j'ai une croissance qui est pas si forte. Parce que je préfère le long terme et je préfère qu'elle m'amène,
tu vois, que dans 10 ans, j'ai du plaisir à l'écrire parce que j'avais pas envie de me créer un nouveau projet où en fait, au bout d'un moment, peut-être je vais être lassé. Tu vois, par exemple, les petits hacks marketing, ça a duré 1 an et demi, 2 ans, puis en fait, après, j'ai créé Marketing Flow parce que j'étais lassé du truc. Mais ça m'a permis de créer une audience qui m'a permis de lancer un projet derrière, etc. Donc, ça a été hyper bénéfique. Mais du coup, je pense que, donc, le premier truc pour répondre à ta question, c'est quoi l'objectif? Tu vois, qu'il soit hyper clair. Ensuite, quel outil est-ce que je choisis? Pour lancer. Donc Substack aujourd'hui c'est un super outil parce qu'il y a une super communauté francophone que du coup tous les gens qui sont déjà abonnés à des newsletters Substack ont beaucoup moins de friction à s'abonner à une autre newsletter Substack, et ça a un vrai impact. Et puis il y a des trucs dont on va parler après, mais tu vois les systèmes de recommandation entre newsletters. Aujourd'hui le plus dur avec une newsletter c'est pas tant de l'écrire, d'apporter masse de valeur, etc. C'est la distribution, c'est le fait qu'il y ait des gens qui te lisent, que les abonnés ils grossissent. Et donc si tu crées, tu vois, sur un outil comme Brevo et que tu mets le formulaire de contact sur ton site, c'est à toi de faire tout le marketing à 100% et c'est éreintant et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je trouve que Substack est hyper intéressant pour avoir ce côté, tu vois, bouche à oreille et profiter de la plateforme aussi pour ramener un peu des abonnés, quoi. Ok, super. Bon, on a parlé du coup du concept de la newsletter, de l'outil. Il y a un dernier truc qui m'a marqué dans ta newsletter et je pense qu'elle est vraiment agréable à lire parce qu'elle raconte des histoires et tout. On en avait parlé quand on s'était vu à Biarritz. C'est un peu le ton, la forme. Comment t'appelles ça? Enfin, ça c'est un truc dont on parle pas souvent. Comme s'il y avait que le marketing, comme s'il y avait que le positionnement, la niche. Mais on oublie de parler aussi quand même de l'écriture parce que c'est quand même un travail d'écriture. Ouais. Clairement, t'as le format, t'as la forme et le fond, et puis après effectivement il y a ce que tu dis, il y a le ton. Donc déjà, je pense que ce qui est important, c'est de craquer son format, parce que si t'as envie de tenir dans la durée, il faut que t'aies un format. Moi, c'est comme un moule en fait, hein, dans lequel tu crées ton moule, ton puzzle, et puis après tu injectes le fond, qui est une matière qui vient s'imbriquer parfaitement. Et ce travail, c'est hyper important à faire au début, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas lancer une newsletter avec une édition. Il faut en avoir 5-6 d'avance, comme ça t'es sûr que ça fonctionne. À la fois, ça t'aide en termes de productivité à dire, OK, j'arrive à toujours avoir, tu vois, une intro, 3 parties. Moi, par exemple, j'ai une réflexion à la fin pour prendre du recul sur le truc, etc. Mais, je sais pas, je prends la newsletter du plongeoir de Guillaume. Lui, en fait, il va analyser des secteurs dans l'impact et ça va être les chiffres, puis on explique le problème, puis on montre les solutions, puis machin. Donc, c'est toujours la même structure. À la fois, ça t'aide en productivité. À la fois, ça aide le lecteur. Parce qu'en fait, le lecteur, il a le rendez-vous, il sait exactement comment ça, il est pas perdu en mode, putain, c'est le bordel, c'était 3 fois plus long que d'habitude, en fait, c'est petit, machin. Donc, en fait, le format est hyper important. Et après, le fond, pour moi, ce qui est important, c'est, du coup, il y a la proposition de valeur qui est, je t'aide à atteindre un objectif, je vais vers un objectif et du coup, tu vois, sur un sujet. Et du coup, pour moi, chaque édition doit être un sous-objectif de cet objectif-là. Et du coup, c'est ça qui fait le lien de se dire, OK, est-ce que cette édition que j'envoie, elle va aider la personne à avancer vers la promesse que je lui ai dit, un pas en plus, puisque c'est, tu vois, c'est un sous-objectif de ce grand objectif-là. Et c'est très intéressant parce que quand tu vas sur Substack, tu dois résumer, je crois, en genre 2 lignes, ta promesse de newsletter. Et moi, je m'étais dit, complètement tétanisée, putain, c'est quoi ma promesse? Et c'est pas facile. Et je pense que c'est un bon exercice à faire, c'est ce que tu décris, quoi. C'est à quoi elle sert, ma newsletter? C'est quoi son job to be done? Et puis, du coup, faire en sorte que tu t'en souviennes à chaque édition grâce à ta rubrique. Trop Exactement. Bien. Alors, avant qu'on avance aux autres méthodes, notamment de distribution, est-ce que tu aurais un petit défi à nous lancer sur cette première étape de lancer notre newsletter en tant que freelance? Ouais, carrément. Je pense que un des trucs les plus simples pour se lancer dans la création de contenu, de toute façon que ça soit sur plein d'autres réseaux, mais comme la newsletter, c'est de documenter les choses qu'on a vécues. Et donc moi, je pense que s'il y a des thématiques qui parlent à des personnes, juste de prendre un petit carnet, un crayon, et de réfléchir à ces 5-10 dernières années, et qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a appris des choses en lien avec ce sujet qui m'intéresse, puisqu'en fait, c'est tellement plus simple quand ça vient de soi, quand ça vient d'une anecdote personnelle, d'une histoire qu'on a vécue. Même si après, on décide de pas choisir le format, tu vois, avec le ton de l'histoire personnelle et tout, mais au moins ça donne plein d'idées de contenu et ça permet de se dire est-ce qu'on est capable peut-être d'écrire 4-5 éditions comme on a pu se dire sur le fait que c'est important. Donc j'ai la thématique qui me plaît et après qu'est-ce que j'ai vécu, de quoi je pourrais, parce que les gens se disent de quoi je pourrais parler, mais qu'est-ce que j'ai vécu en fait. Donc d'essayer de se faire un peu cette rétrospective et de se noter des anecdotes, des histoires pour avoir des idées, quoi. Allez, c'est parti pour la boîte à storytelling. La boîte à exemples aussi, parce qu'après, si vous faites des conférences ou des formations, on a toujours besoin, je trouve, d'étoffer avec énormément d'exemples ce qu'on raconte. Le podcast, n'en parlons pas. Et donc, voilà, ça vous sera hyper utile pour vos clients ou votre média.
Abonnez-vous à la newsletter du board aussi parce que Pierre, il est pas venu les mains vides. Il a plein de conseils ou d'éditions de newsletter, de templates, etc. pour vous aider à faire croître votre newsletter et notamment ton dernier outil Solo Portfolio qu'on va vous glisser dans la newsletter qui vous aidera aussi à dégager du temps pour écrire votre newsletter et voir combien ça pourrait vous rapporter en sponsoring. Je vous en dis pas plus, allez voir cette pépite qu'il a développée avec des potes freelance. C'est excellent. Alors, ce que je te propose, Pierre, c'est qu'on passe à la suite. Maintenant qu'on a, grosso modo, son concept, essayé de travailler chez nous, d'écrire quelques éditions de newsletter, faut qu'on fasse le lancement. Ouais. Et là, je pense qu'on a tous pas mal échoué à ce sujet-là. On l'a lancé en catimini. Toi, tu as fait les choses différemment. Tu vas nous raconter comment faire un bon lancement de sa newsletter. C'est parti. Alors, comment bien lancer sa newsletter pour que ça soit un succès rapidement et qu'on passe pas 6 mois, 8 mois, 1 an à écrire tout seul pour sa mère et ses potes. Toute ressemblance avec une certaine host de podcast serait purement fortuite, n'est-ce pas? Alors Pierre, c'était quoi toi tes tips de lancement? Et pour moi, en fait, déjà, je vois la newsletter, ça fait partie aussi c'est en lien avec l'épisode création qu'on a fait, hein, mais je vois une newsletter comme un produit. Donc c'est pour ça une cible, une offre, etc. Et pour moi, une offre qui va fonctionner, c'est une offre qui est attendue, en fait. Si elle n'est pas attendue avec impatience, c'est qu'elle va pas marcher. Et donc, en fait, ça veut dire faire du teasing, co-construire, etc. Et un lancement, c'est impératif que ça passe par là. On n'envoie pas une première édition à 10 personnes. Enfin, je veux dire, ça, en fait, c'est tellement long d'écrire une putain de newsletter qui apporte de la valeur. Genre, non. En fait, on arrête genre les gens là, qui envoient des newsletters chaque semaine à 50, 100, 300 personnes. Arrêtez. Prenez le temps de distribuer, et du coup, on va en parler un peu après. Parce que s'il n'y a pas de la croissance de semaine en semaine et tout, ça sert à rien. Donc, le premier point, c'est, on va prendre l'exemple de Substack, parce que c'est celui que je connais le mieux, parce que et puis je pense que c'est ce qui va intéresser le plus ton audience. Substack, en gros, il y a une petite checklist de choses à faire. Donc, je crée mon compte sur Substack. Sur Substack, quand on arrive sur le Substack de quelqu'un, généralement, il y a ce qu'on appelle une welcome page, c'est la photo de la personne ou une icône avec une proposition de valeur. Et après, on a s'abonner. Donc là, en fait, il faut craquer cette fameuse proposition de valeur qui va dire chaque vendredi, chaque mercredi, je sais pas, le rythme, je vous envoie un tips actionnable, un truc sur ce domaine-là. Donc un truc hyper clair, actionnable. Avec, du coup, faut faire un peu de DA, l'icône, voilà. Il y a ça. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plein de gens qui vont dire non merci. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont pas vouloir s'abonner tout de suite, ils vont vouloir aller jeter un œil. Et donc là, on n'a pas encore fait d'édition puisqu'on est dans une phase, on va préparer le teasing. Donc ce qu'il faut, c'est onboarder les gens quand ils atterrissent là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer une page à propos. Dans la page à propos, on va expliquer un peu de storytelling, qui on est, pourquoi on fait ça et c'est quoi notre promesse. Donc on la rappelle. Cette page à propos, en fait, quand on va sur Substack, elle est juste en haut. Elle est pas hyper visible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée une édition Substack. On copie-colle la page, le contenu de la page à propos, on la renomme, on nomme l'édition pourquoi s'abonner et on la publie sur le Substack. Ce qui fait que quand une personne s'onboard, elle dit non merci, elle voit pourquoi s'abonner, elle clique, storytelling, proposition de valeur, abonnement, boum. Donc ça fait qu'au moins on maximise l'engagement du trafic qu'on va ramener, parce que l'idée en fait c'est de ramener du trafic qualifié vers son Substack et qui s'abonne même si on n'a pas encore de newsletter. Donc faut leur donner un peu à Kekro. Donc, on leur donne, tu vois, cette édition-là, on va leur apporter un peu de valeur, quoi. Hyper sous-côté. Non, mais en fait, je suis en train de voyager sur la page Substack en même temps que toi. Je la connais par cœur, cette page, mais clairement, ouais, enfin, moi, je pense que j'avais même pas personnalisé mes pages à propos et tout ça avant de lancer ma newsletter. Donc, hyper intéressant. Et tout le monde se focalise sur le qu'est-ce que je mets dedans, mais pas assez sur, d'avoir des lecteurs d'abord. Et alors, comment t'as fait connaître ta newsletter avant qu'elle existe? Comment t'as apporté du trafic sur ta page ensuite? Alors, en gros, c'est simple. J'ai annoncé sur LinkedIn, je lance ma newsletter dans 2 semaines et la première édition, je l'enverrai à 1000 abonnés. Et du coup, donc j'ai fait 2 choses. J'ai fait des posts LinkedIn, je pense 3-4 par semaine pour à la fois, du coup, ma proposition de valeur, c'était de raconter les coulisses de mon aventure entrepreneuriale où j'ai à la fois l'activité freelance, communauté et tout. Donc là, c'est le moment où on fait des récaps, tu vois. Voilà ce que j'ai vécu, les chiffres, le chiffre d'affaires, l'équilibre, les choix, etc. Donc en gros, c'est un teasing en fait, là, on est full preuve sociale. En fait, il faut prendre de la hauteur et expliquer pourquoi est-ce que ça va être intéressant, pourquoi est-ce que je suis pertinent pour en parler, pour qu'en gros, ça augmente la valeur perçue de ce que je vais envoyer. Donc ouais, là, en gros, t'as dit voilà tout ce que j'ai atteint, et si vous voulez savoir comment, le comment, ça sera dans ma newsletter, quoi. Exactement.
Et du coup, je dirais qu'il y avait au moins 2 posts comme ça par semaine sur LinkedIn, plus un autre post qui était du build-in public en mode screenshot. On est déjà à 100 abonnés, on est à 200 abonnés, etc. Voilà, moi je mettais un petit bonhomme moustachu à côté de la courbe pour rigoler. Et donc sur LinkedIn, donc il y a eu ça. Ensuite, j'ai envoyé des DM à toutes mes connexions LinkedIn. Donc moi, je suis un grand fan de Do Things That Don't Scale. Donc vraiment faire des choses à la main, parce que c'est simple. Hein, si tu publies sur un groupe, je sais pas, Facebook ou LinkedIn, par exemple, salut, je viens de faire ma newsletter, si vous voulez vous inscrire. En vrai, le taux d'engagement, il va être ridicule. Si tu prends le temps d'envoyer un message bien tourné en one-one à des gens où tu dis ça va les intéresser, ça va leur apporter de la valeur et tu leur expliques pourquoi. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le délire de la prospection, entre guillemets, que ça soit les emails, que ça soit, tu vois, les DM, le problème, c'est que les gens répondent jamais pourquoi t'es dans ma putain de mailbox, pourquoi t'es dans ma putain d'inbox LinkedIn. Les gens, ils envoient des messages sans répondre à cette question-là. Il faut donner du contexte, genre, je t'envoie ce message parce que j'ai vu que t'étais freelance et que c'était important pour toi ça. Bah, en fait, moi, j'ai réussi à le faire et je te propose est-ce que ça t'intéresse? Et pareil, marketing de permission, jamais j'envoie mon lien de newsletter. Parce qu'en fait, c'est imblairable d'avoir un long message de quelqu'un qui te balance sa daube. Donc en gros, voilà pourquoi je te contacte. J'ai pensé à toi pour ça. Est-ce que ça t'intéresse? Si la personne dit oui, c'est elle qui demande. Ça change tout. Je lui envoie le lien. Et donc ça, c'est pareil. Blast. Et en gros, le nombre d'abonnés augmente. Et après, du coup, il y a le fait d'utiliser ces leviers aussi qu'on a. Donc moi, j'ai pu envoyer via la newsletter de Marketing Flow, tu vois, un petit email pour dire, ok, je lance. Donc en gros, utiliser les leviers que l'on a. Et ouais, en fait, vraiment, orchestrer vraiment toute une campagne de com en mode lancement, teasing, envoyer à tout son réseau, vraiment poncer, quoi. Il y a vraiment ce truc de si tu vas passer du temps à faire quelque chose et si tu crois en fait que c'est qualitatif, faut pas être shy. Ça sert à rien de passer des heures à créer du contenu franchement, c'est 20% de création, 80% de distribution, quoi. Ouais, c'est clair. Dans le podcast, on a cet adage qui dit 1 heure de création, 2 heures de promotion, 3 heures de monétisation. Donc c'est pour montrer que ça renverse complètement la vapeur par rapport aux gens qui me disent « Oh non, mais Flavie, je vais pas me mettre à écrire une newsletter, ça va me prendre trop de temps. » Je leur dis « T'as raison, ouais. Surtout que si tu passes que du temps à l'écrire, ça marchera pas. » Ok, super intéressant. Et je scrollais dans ma boîte LinkedIn et tu m'avais envoyé un message aussi personnalisé. Je raconte comment j'ai développé une activité d'indé de 0 à 200 000 euros par an. Donc ça, c'était trop cool. Et après, pour te dire aussi, tu avais utilisé la technique que j'ai vue dans Oversubscribed, qui est un livre que j'aime beaucoup, sur la preuve sociale, en fait. Parce qu'après, tu m'avais renvoyé un petit avec marqué, on est déjà 1200 abonnés et les premiers retours sont hyper positifs. Voilà, je te remets le lien. Et en fait, ça, c'est pareil, ça inspire confiance parce qu'une newsletter qui vient de se lancer avec 1200 abonnés, forcément, ça veut dire qu'elle est bien, quoi, quand on s'y connaît un peu en newsletter. Trop cool. Alors, qu'est-ce que on pourrait faire comme exercice pratique à ce stade partie lancement avant qu'on aille du coup dans la suite et comment faire croître ses abonnés édition après édition? Lancement, je pense qu'il faut vraiment se faire ce petit récap checklist de je prépare le terrain toujours, tu vois, ce qu'on s'est dit sur Substack en mode la propos, la welcome page. Même pareil, je l'ai pas dit, mais le welcome email, tu vois, les gens, ils vont s'abonner d'avoir un email de welcome, etc. pour redonner un peu d'histoire, de trucs. Ça, c'est hyper important. Le terreau fertile, de bien l'avoir en tête, en tout cas, au moment où on veut se lancer. Et puis après, en fait, il faut montrer les muscles. Moi, j'appelle ça montrer les muscles. Tu vois, c'est terrible, mais c'est en mode, regarde comme je suis fort. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. De temps en temps, il faut le faire parce que je pense que l'être humain, t'as besoin de te dire, mais toi, t'es qui pour me dire ça? Tu vois. Et donc, en fait, t'as juste besoin moi, tu sais, c'est pareil, mais c'est comme les posts sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui postent sur LinkedIn des trucs sur des sujets. Si je les ai jamais vus m'expliquer un putain d'accomplissement qu'ils ont fait, mon niveau tu vois, ok, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle, etc., il est hyper faible. Genre pour moi, mais tu vois, genre typiquement, quand on a créé Marketing Flow, avec Megan, en 1 an, on a accompagné 3 startups à impact à passer le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Autant dire qu'on a monté les muscles. Étude de cas, on explique tout comment le fait. Mais en fait, ça change tout. Voilà, j'ai aidé 3 boîtes à passer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, tout ce que je vais dire sur le marketing, les personnes qui ont su ça vont le voir avec des yeux différents. Et ça, je pense que c'est hyper important. Le mot million dans ta phrase, déjà, c'est bien. Ça s'annonce bien. Et du coup, t'avais eu combien tu voulais d'abonnés 1000. Au début? Ouais, c'est bon, 1100 au lancement.
1100 au lancement, donc parfait. En plus, toujours la petite astuce de Pierre, hein, s'auto-saucer, hein, en écrivant un post LinkedIn, en s'auto-engageant sur un objectif, comme ça vous êtes sûr de le faire. C'est comme quand moi, en début d'année, j'avais dit, ouais, je vais faire les 300 000 euros. Franchement, j'étais pas super fière de moi et j'ai réussi à y aller parce que je pense que je me suis vraiment dit, faut vraiment que je les fasse, quoi. Maintenant que j'ai annoncé, faut que je me donne tous les moyens. Allez, c'est parti, on va voir la suite de l'aventure parce que on est au tout début de votre aventure et il va falloir bien sûr qu'on fasse croître maintenant votre nombre d'abonnés édition après édition pour garder le rythme. Ouais, et juste peut-être un premier petit pas quand même par rapport au défi, c'est il faut se rappeler que la newsletter, c'est pas un truc qui va grossir par lui-même. Tu vois, genre il y a des niveaux de réseaux sociaux quoi, sur TikTok, sur LinkedIn, sur je pense X, etc. On peut toucher des gens. Le podcast et la newsletter, c'est difficile de toucher des gens, juste de les attirer et qu'ils découvrent comme ça. Donc en fait, avant de lancer, je pense, tu vois, un média comme une newsletter et un podcast, il faut d'abord avoir, pendant quelques mois, quelques années même, hein, moi c'est mon cas, tu vois, pris la parole sur ces réseaux-là pour créer une première audience qu'on va pouvoir après envoyer. Et c'est pour ça aussi que j'étais capable, tu vois, d'envoyer 1000 personnes. Il y a un peu un côté, si t'arrives pas, par exemple, si on prend l'écrit, si t'arrives pas à faire un post LinkedIn par semaine, comment tu vas faire une newsletter par semaine? Donc commence d'abord par faire ça, tu vois, le fameux petit pas pour créer ton audience et ça aidera tellement plus à envoyer du monde dessus, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il faut commencer quelque part. Donc, commencez où vous pouvez. Et après, vous pouvez toujours vous raccrocher au wagon et utiliser les techniques de Pierre maintenant. Parce que moi, ce que je dis aussi souvent à mes alumni, c'est ton produit, tu l'as lancé, il a pas trop marché ou moyen bof, on peut le relancer. Les gens, ils se rappellent plus que vous l'avez lancé, surtout si personne l'a acheté. Donc, go, on relance. Donc, vous aussi, vous pouvez faire un relaunch de votre newsletter. Et on va regarder tes techniques aussi pour faire croître notre base d'abonnés. Ça se passe dans l'épisode juste après. Alors, aujourd'hui, tu es à peu près à 12 000 abonnés, c'est ça, sur ta newsletter, Ouais. Pierre. Comment t'as fait? Alors, j'ai plein de questions. C'était quoi ton rythme de croissance? Je sais pas s'il y a un pourcentage qui est bon chaque mois pour faire croître son audience. Que disent les grands gourous des newsletters et du marketing de newsletters? Et puis, bien sûr, après, on veut tout savoir sur des techniques pour augmenter ton nombre d'abonnés. Au-delà de écrire une newsletter de qualité, ça, on n'en doute pas, quoi. C'est un peu la condition nécessaire, mais non suffisante. Ouais. Je pense que j'ai pris en moyenne 1000 abonnés par mois, quoi. C'était un peu le rythme, sachant que, alors attention, ça va mettre une petite claque à tout le monde derrière la tête. Moi aujourd'hui, j'ai 12 000 abonnés. Quand j'envoie une newsletter, j'en perds facile 100. Ok. Tu vois. Et oui, parce que c'est pas un putain de stock, la newsletter. C'est ce que j'arrête pas d'expliquer aux gens. C'est un flux. Il y a des entrants et il y a des sortants. À chaque fois qu'on envoie une newsletter, le stress. Exactement. Donc, mais c'est normal parce que il y a des gens qui viennent, on va en parler via des recommandations d'autres newsletters, qui viennent et en fait, du coup, moi, tu vois, vu que des fois, je vais sur des sujets qui sont pas exacts, qui sont un peu différents, il y a des gens qui trouvent pas forcément leur compte et c'est fine, tu vois. Moi, encore une fois, ce que je dis, je préfère avoir une moins grosse audience, mais engagée avec qui je vais pouvoir embarquer avec moi pendant des années. J'ai envie de faire ça pendant 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, tu vois. Mais du coup, si j'envoie ça chaque vendredi et que je perds 150 abonnés par vendredi, c'est-à-dire j'en perds entre 400 et 600 par mois, pour faire de la croissance, faut sortir les rames, tu vois. Donc ça, faut l'avoir en tête. Parce que déjà, c'est sport. Mais du coup, oui, pour te dire, du coup, moi, je prenais entre 800 et 1000 abonnés par mois. Les choses que j'ai mis en place, c'est que du coup j'ai surfé sur le lancement, j'y suis allé plein gaz, c'est-à-dire que j'ai fait une liste typiquement de qui les indépendants par exemple, ils vont être intéressés par ma newsletter. Ok, je liste genre 10 boîtes qui ont des podcasts, des newsletters, etc. Et je les contacte pour dire est-ce que ça vous chauffe je passe pour raconter justement comment je suis passé de 0 à 200K en tant qu'indé en préservant mon équilibre. Ah oui, mais je me rappelle comment c'était rencontré. Mais oui, sur Crème de la Crème, à ce moment-là, j'étais en pleine roadshow. Hein. Crème de la Crème, t'étais en roadshow, mon gars. Mais bien sûr, parce qu'avec des freelances connectés, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il est malin, ce Pierre. Exactement. Donc, roadshow. Mais attention, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens qui s'abonnent à une newsletter quand il y a un lien cliquable, etc. Donc, moi, le truc que je demandais à chaque fois, c'était, c'est cool d'avoir 50, 100 personnes en direct. Est-ce que après, on peut foutre le lien dans la newsletter récap parce que c'est là aussi où le clic sera beaucoup plus facile, etc. quoi. Donc, il y a des choses qui vont te prendre d'un coup, tu vas avoir une hausse d'abonnés. Donc, je sais pas, un webinaire, ça peut faire, je sais pas, par exemple, 50 abonnés, 70 abonnés. Puis, en fait, ça fait aussi caisse de résonance. C'est-à-dire qu'après, les gens, ils vont te voir sur LinkedIn, etc. Voilà. Donc, des posts LinkedIn, des DM LinkedIn, toujours. On bombarde, on continue tout le max de personnes, quoi. Tous les gens tu qui les as semi-automatisés quand même au bout d'un moment ou pas? Ah, mais c'est 100% automatisé, par contre, ça. Okay. Avec Wallaxy. D'accord. Ok. Ouais. Ça marche.
Donc les DM, des posts LinkedIn, les webinaires. Ensuite, il y a le fait d'échange de visibilité avec d'autres newsletters. Donc ça, de temps en temps, c'est cool quand il y a des gens qui ont des audiences similaires, qui ont le même nombre d'abonnés. Simplement se dire, vas-y, tu sais quoi, on se fait une petite échange de, voilà, bah je vous recommande. Tu vois, dans la newsletter, à un moment, tu le cales. J'ai découvert cette newsletter, elle est cool, je vous la recommande. Bah en fait, potentiellement, t'envoies 100 abonnés à la personne, elle t'en envoie 100, ça fait toujours plaisir, tu vois. Franchement, c'est un exercice qu'on fait beaucoup dans les podcasts et je trouve que j'avais pas pris le soin autant de le faire en newsletter, tu vois. C'est comme si j'avais oublié cette bonne pratique de cross podcast en cross newsletter, alors que c'est clair que c'est des médias hyper importants pour la croissance aussi. Ouais. Et il y a vraiment un délire de... moi, je crois beaucoup aussi à la somme de plein de petites actions qui font la diff. Genre, par exemple, si t'envoies des DM en automatisé qui te permettent d'avoir entre 5 et 10 inscriptions par jour, parce que tu vois, mais même 5 en fait. Tu vois, genre si on se dit que c'est sur les 30 jours, bah en fait, ça te fait 150, tu vois, abonnés à la fin du mois, juste ce levier-là, tu vois, par mois. Et donc, en fait, il faut cumuler plein de leviers. Après, le truc qui était quand même bien cool, c'est les recommandations sur Substack. Donc, pour rappeler à tout le monde comment ça fonctionne, si je recommande des newsletters sur Substack, quand quelqu'un va s'abonner à ma newsletter, Substack va automatiquement lui proposer 3 newsletters que j'ai recommandés, qui sont précochés. Et si la personne dit continuer, elle s'abonne aussi aux autres. Donc ça, c'est hyper puissant parce que, bah, en fait, limite, tu vois, il suffit que la personne... Alors, imaginons que la personne, elle recommande 10 newsletters. Elles vont tourner, du coup. Donc, l'idéal, c'est si la personne, elle recommande que 3, parce que du coup, tu es toujours dedans. Et du coup, ça fait que tu peux aller choper, je sais pas, si la personne elle prend 1000 abonnés dans le mois, bah toi 10-20% de ses abonnés. Donc c'est énorme quand tu as des newsletters qui font de la croissance. Du coup, quand on se dit ça, tout le monde se rue vers bien on fait des échanges, machin. Mais en fait, le truc c'est qu'il faut pas avoir le plus de personnes possible qui toi, il faut pas que tu ailles chercher le plus de recommandations Substack possible et il faut pas et vice versa. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas d'en avoir le plus, c'est d'avoir des gens qui font de la croissance. Parce que toi, tu vas pas avoir un pourcentage de ses abonnés à lui, un pourcentage des abonnés qui va gagner. Donc, s'il gagne pas beaucoup d'abonnés après, ça fonctionne pas, quoi. Stratégie. Ouais, non, mais c'est hyper malin. Et t'avais pas un truc où si on recommandait ta news, t'avais des cadeaux, des choses comme ça. Ouais. Il me semble avoir vu passer ça. Ça, je l'ai fait. J'avais mis donc Substack permet de faire un programme de parrainage. Donc, je l'avais mis en place en mode, au bout de, je sais pas, 3 abonnés, tu reçois mon ebook avec 70 hacks marketing. Au bout de, je sais pas, 15, je te mets en avant dans la news et genre 25, on se fait un call de 30 minutes de conseils et tout. Et je pense qu'il y en a 4 qui sont allés jusqu'au call de tu vois. Donc, ah ouais, quand même. Ouais, mais je sais pas. C'était marginal. Ouais, c'est trop marginal et ça m'a saoulé parce que il y a une partie de moi qui me dit si tu demandes aux gens de faire un truc pour partager, tu crées un lien transactionnel et du coup tu laisses pas l'opportunité aux gens de partager juste parce que c'est cool. Ok, bon, intéressant. Et alors, petite question, tu utilises pas du tout la stratégie des lead magnets alors pour faire croître ta base email? Bah là, je l'ai fait récemment avec, pas en lead magnet, mais du coup avec Solo Portfolio que j'ai lancé le side project, puisque du coup il y a une pop-up sur Solo Portfolio qui envoie vers ma newsletter. Il y a un call to action sur l'outil qui permet d'envoyer dessus, mais c'est pas bloquer l'accès. Donc c'est sûr que effectivement cette stratégie, elle a l'air de super bien marcher, mais ça demande du temps de créer une ressource, de la diffuser, etc. Et du coup, c'est pas forcément du temps que j'alloue, mais c'est sûr que c'est intéressant. Après, le truc qui fait toujours un peu bader, c'est ton taux d'ouverture, tu vois, qui peut potentiellement baisser parce qu'en fait, encore une fois, ça sert à rien d'avoir 10 000 personnes si t'as un taux d'ouverture à 30%. Et donc, il faut quand même que ça soit des gens qualifiés. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre je ramène le plus de monde possible, mais des gens qui vont ouvrir, qui vont consommer le contenu et tout. Et donc, il faut que les gens ils soient contents d'être là aussi, quoi. Moi, je l'ai utilisé pas mal parce que je publie pas du tout assez sur les réseaux sociaux. Je parle jamais de ma newsletter. Okay. Énorme scandale. Du coup, j'ai fait des lead magnets qui sont plutôt bons parce qu'ils sont très corrélés au contenu de ma newsletter. Okay. Après, c'est vrai que j'ai quand même vu, après des larges téléchargements, un peu de baisse. Tu vois, j'ai dû passer de 50% à peut-être 44% de taux d'ouverture, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut cleaner aussi sa base et tout. On a un super épisode avec Marion Darras, solopreneur newsletter. Écoutez-le si vous voulez du coup voir quelle est la meilleure stratégie et aussi nettoyer régulièrement votre base de données aussi pour avoir plus de performance pour les sponsors parce qu'on va en parler. Est-ce que tu as un petit message final à nous donner sur la croissance du nombre d'abonnés avant qu'on passe à la monétisation? Je peux te partager deux derniers trucs. Il y en a un par rapport aux recommandations Substack. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui me ramenaient beaucoup de newsletters, beaucoup d'abonnés,
Et ben en fait, je pense qu'il y a un truc aussi en growth qui est hyper important, c'est de se dire, plutôt qu'aussi d'aller taper, de s'éparpiller, de faire plein de trucs, quand il y a un truc qui marche, faut le poncer jusqu'à ce que ça marche plus. Et donc typiquement, des personnes où je me rendais compte que ça fonctionnait de dingue, et ben en fait je les ai aidés à grossir leur newsletter gratuitement. Tu vois, dans ce délire aussi de, en fait, genre par exemple Guillaume, le plongeoir. Guillaume, je l'ai aidé à rédiger tellement de posts LinkedIn, mais il y a un post LinkedIn que je lui ai rédigé. Parce que du coup, maintenant, je fais ça. En tant que freelance, c'est trop marrant parce qu'en fait, 1 an plus tard, j'ai créé une offre de ghostwriting pour des CEO de boîte à impact. Parce qu'en fait, Guillaume, gratos, je lui ai fait un post LinkedIn, par exemple, sur le storytelling de comment est-ce qu'il a terminé Agricool et lancé sa newsletter. Le post, il a fait 2500 likes. Il lui a généré en 24 heures 2400 abonnés à sa newsletter. Moi, du coup, j'ai pris 30% des abonnés. Tu vois, genre la foire en 24 heures. Et donc, en fait, Guillaume, son concept, le plongeoir, il est hyper bankable, tu vois, dans le délire catégorie newsletter, il fonctionne trop bien, la viralité, les partages. C'est hyper smart parce que, encore une fois, hyper intéressant. Chaque semaine, il décrypte un nouveau secteur et donc, en fait, il rentre dans une bulle avec plein de nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs découvrent, s'abonnent et en fait, il va taper dans plein de secteurs et du coup, plein de bulles d'acteurs. Donc ça, je trouve ça hyper smart. Et donc voilà. Et donc en fait, moi, quand il y a des gens, je sens que, de toute façon, c'est ça. Moi, tous les gens qui vont recommander ma newsletter, généralement, je vais leur envoyer un petit DM pour leur donner des conseils sur comment grossir, parce que je suis en mode, s'ils grossissent, je grossis. Et donc il y a ce jeu, tu vois, qui est hyper cool, en mode, c'est un jeu collectif en fait, la newsletter, alors que c'est solo. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce truc-là. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est, moi, je commence par faire, en gros, je n'accepte pas qu'il n'y ait pas de croissance. Donc c'est un état d'esprit. En gros là c'est pas un truc actionnable, mais c'est en fait je regarde mes abonnés, si ça a pas grossi dans la semaine, c'est pas possible. Donc c'est en mode je vais faire un post LinkedIn, je vais faire des actions. En gros j'ai décidé de prendre au sérieux le truc. Tu vois, j'avais cette discussion avec Léa Guénifé qui a un podcast qui s'appelle l'effet marketing. Ouais, et du coup on discutait du futur il y a 6 mois de son podcast et je lui ai dit, si t'as envie que ça marche, faut le prendre au sérieux, tu vois. À quel point est-ce que tu prends ce putain de podcast au sérieux, tu vois? Genre, mets-y du temps, de l'intensité, du truc. Et quand tu décides de prendre au sérieux et que t'acceptes pas que ça grossisse pas, ça grossit, tu vois. Ça grossit. Donc, ne pas laisser le truc stagner, tu vois. Mais ça, c'est dans la tête, quoi. Super intéressant et ça montre que c'est vraiment un business comme un autre, la newsletter. Donc, je suis hyper contente que tu dises ça. Et la dernière chose que je voulais dire sur cet épisode, c'est il y a les vues aussi, il y a pas que les abonnés. Par exemple, moi, je suis une abonnée masquée. Je lis, je pense, plein de newsletters, mais je suis pas forcément abonnée parce que ça me saoule pour X ou Y raison. Donc, c'est cool aussi de faire des posts pour les vues. Et dans Substack, on peut aussi aller regarder ça. Bon, trop bien. On va parler de monétisation dans l'épisode suivant. C'est parti pour gagner des sous grâce à ta newsletter. Alors, Pierre, on a vu comment faire croître ta newsletter. Donc, c'est trop bien. C'est bien pour la notoriété, l'expertise et tout ça. Mais finalement, tu avais déjà un peu atteint tout ça. Tu arrivais à vivre bien ta vie en freelance. Je sais pas combien de chiffres d'affaires tu faisais déjà à l'époque. C'est simple. L'année dernière, l'année dernière, t'es encore en 2023. J'ai fait 104 CA l'année dernière avec mon activité de freelance. Et avec Marketing Flow. En gros, les 250K, c'était avant de lancer la newsletter. Voilà, donc finalement, t'as pas fait ça trop pour le statut et tout ça, parce que tu avais déjà du chiffre d'affaires. Mais tu t'es dit, je peux quand même monétiser. Monétiser une newsletter, ça apporte des revenus complémentaires qui dépendent pas de la vente de son temps. Donc là, on est complètement dans les problématiques du solopreneur. À quel moment t'as pensé à faire de l'argent avec ta newsletter? Est-ce que c'était dès le début? Combien ça t'a rapporté? Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle a été ta stratégie monétisation sur ce sujet? Carrément. Moi, j'ai monétisé la newsletter avant de la lancer. Donc j'ai vendu à Shine un package à 6K avant de lancer la news. En gros, en août. Donc moi, j'ai lancé la news le 8 septembre. En août, j'étais en mode, OK, j'ai pris la décision. Tu vois, août, moi, à chaque fois, c'est des temps calmes business, temps de cerveau disponible. Donc là, en fait, c'est là les moments où je crée à fond et tout. Du coup, là, je me dis, OK, c'est parti, je lance le truc et il faut que je trouve un sponsor avant. Donc en gros, j'ai trouvé le sponsor en 2 semaines. Pareil, hein, classique, j'ai listé toutes les boîtes, c'est qui les respo partenariats et tout. J'ai envoyé des messages, plein de gens qui répondent pas, c'est août, plein de gens qui répondent, qui disent non. Et Juliette, qui était hyper intéressée. Et du coup, elle m'a fait confiance, mais encore une fois, pas parce que juste je lançais ma newsletter, parce que j'avais aussi une présence LinkedIn. Tu vois, on revient toujours à ce truc-là, c'est-à-dire que on ne prête qu'aux riches. De quoi? On ne prête qu'aux riches. Ouais, voilà. Un peu dans cette idée-là, mais oui, en fait, il y avait ce côté. Je lui ai dit, j'aurais 1000 abonnés le jour J quand j'ai envoyé la première newsletter avec Shine en sponsor. Je vais envoyer une newsletter par semaine.
et je vais être à 2000 abonnés à la fin du premier mois, 3000, etc. Et donc on a fait un truc sur 3 mois, 2000 € par mois. Et elle a dit go. Ouais, t'avais une audience, mais t'avais aussi un plan précis. Et ça, je pense que ça rassure énormément le sponsor, quoi, par rapport à, tu vois, un peu, là, je vois la cool, ah ben ouais, est-ce que t'es intéressé? Et là, t'avais vraiment un plan de bataille, quoi. Exactement. Sachant que Juliette, elle est vraiment trop cool. Et tu vois, elle s'était créée une matrice un peu influence et tout sur Spreadsheet. Et donc, du coup, moi, je pense que j'avais dû y aller un peu au culot en mode 2500 balles par mois. Elle m'avait dit, bah, moi, en vrai, quand je mets les stats que tu me dis, je pense que le truc faire serait 2000. J'étais en mode, bah, go, je te fais confiance, tu vois, c'est parti. Donc voilà, c'était trop cool. Donc ça a été le premier sponsor. Ça s'est terminé fin novembre. Et donc là, j'ai fait une petite traversée du désert dans ma tête en mode bah c'est bon, je roule sur la vie quoi. Trop bien, trop facile, les sponsors et tout machin. Que nenni, les sponsors si tu vas pas les chercher par la peau des fesses, franchement, ils voient pas la lumière. Tout le monde me pose la question, me dit et donc toi, les sponsors sont venus te voir, mais je dis mais sûr. vous rigolez ou quoi? Genre, est-ce que les gens viennent vous voir avec des chèques quand vous cherchez des missions en freelance? Est-ce qu'on sonne à votre porte pour vous donner un chécos? Bah non, faut aller les chercher, tu vois. Exactement. Donc mois de décembre, pire moment pour choper des sponsors, j'ai trouvé, parce que beaucoup étaient en mode on est en train de caler le budget marketing, on sait pas encore, nanana. Donc j'étais en mode merde. Chier. Donc pas grave en fait, j'ai continué à envoyer des newsletters et j'en ai profité pour mettre en avant mes propres projets, marketing flow, etc. Donc tu vois, ça sert aussi à ça en termes de ROI. Et puis après, en fait, je suis arrivé à 4000 abonnés, je pense, début janvier. Et là, j'ai signé un premier sponsor autre que, du coup, Shine, avec qui j'avais fait un truc long terme. Pour un one shot, je me suis rendu compte aussi que c'est dur de vendre un truc hyper long terme. Et les gens, ils veulent tester, etc. Et donc là, c'était Hectarea qui permet d'investir dans des terres éco-responsables. Donc moi, c'est cool, parce que je dirais que 90% des boîtes qui sponsorisent, c'est des boîtes qui ont un impact positif. Donc il y a une espèce de cohérence aussi dans ma ligne édito. Et en plus, c'est génial parce que cette newsletter, ça leur a généré plusieurs milliers d'euros d'investissement dans les terres agricoles, donc c'était incroyable, trop cool, tu vois. Genre, j'essaie toujours de demander c'est quoi l'impact. Moi, j'essaie de faire un truc hyper gagnant-gagnant en mode il faut qu'il y ait un ROI, parce que encore une fois, si tu penses long terme, si la personne juste elle met un encart, ça marche pas, jamais elle remettra un encart et jamais elle paiera. Enfin, c'est vraiment ce truc de soit tu fais l'autruche et t'es en mode tant pis, bah, c'est peut-être leur offre, c'est pas moi, tu vois. Mais en fait, on bossera plus ensemble. Soit tu te dis non, attends, qu'est-ce qui a pas marché, on essaie de s'améliorer, tu vois, ou peut-être je vous refais un post LinkedIn en plus, tu vois, pour montrer aussi le Exactement, moi je fais goodwill, toujours un post-mortem avec mes sponsors après les OP, pour en savoir plus aussi, tu vois, parce que parfois tu crois que ça a pas trop marché et puis en fait ils sont contents aussi d'autres trucs que t'as fait. Ouais. Et je pense que c'est important parce qu'aussi les sponsors demandent, vous avez fait une opération similaire avec un tel ou bidule, comment ça s'est passé? Donc Exactement. tout a l'air con quand même si tu dis bah je sais pas, je sais pas si ça a été rentabilisé par le sponsor. Ok. Exactement. Trop cool. Et comment tu fixes tes prix? Alors ça c'est la question qu'on me pose tout le temps. En gros, je pense qu'il y avait du coup Guillaume du Plongeoir qui lui il est full time sur le projet, donc en fait il a pu faire une croissance plus grande que moi sur sa newsletter, et du coup il allait un peu en éclaireur là-dessus. Donc c'est ça qui est cool aussi dans le délire un peu newsletter, c'est de se créer un peu des collectifs avec des gens avec qui t'échanges les bonnes pratiques. Lui il avait déjà vendu à 500 balles, tu vois, des encarts, un encart. Donc moi j'ai commencé à ce prix-là, à 500 hors taxe avec Hectarea. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais upsell avec un post LinkedIn dédié, tu vois. Et ça, c'est le truc où je me suis cross-média. Exactement. En fait, le truc qui prend du temps, c'est pas tant de faire un encart et de créer un post LinkedIn. Alors, sachant que c'est beaucoup plus rapide de créer un encart, parce qu'en gros, l'attention des gens, tu les as déjà, donc il faut présenter l'offre. Un post LinkedIn, il faut un hook, il faut un angle, il faut un concept intéressant, il faut mettre en valeur la personne de manière intéressante, et il faut pas être un gros homme sandwich, parce que sinon les gens, ils iraient disputer post LinkedIn, donc ça prend plus de temps. Mais le truc qui prend le plus de temps, c'est de créer la relation de confiance avec le sponsor et de signer le deal et tout. Donc en fait, quand tu l'as, autant essayer de lui vendre plusieurs trucs, tu vois. Et donc le truc qui a été game changer pour moi, c'est de framer l'offre. Et donc c'est là où tu te rends compte l'importance du marketing et tout. Donc quand je dis ça, c'est en fait après je suis passé à 700 € le post LinkedIn, 700 € l'encart newsletter, et j'ai dit si vous prenez les deux, c'est 1000. Et du coup ça devient irrésistible, tu vois. Il y a un peu un côté oui, on prend les deux. Et du coup je suis passé de 500 € à 1000 € de panier moyen tout le temps. Et donc ça c'est cool. Et donc là tu vois, pour 2025 j'augmente à 750, ça fait 1500, et je descends et je mets à 1200 le package des deux, tu vois, parce que en fait l'audience elle grossit au fur et à mesure. J'avais 5000, 7000, 8000 abonnés, là j'en ai 12 000, et puis ça grossit bien. Pareil pour mon profil LinkedIn, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai monétisé sur la partie sponsoring, sachant que là
ça devient vraiment ouf, les effets cumulés de la putain de prise de parole en ligne, c'est que il y a une semaine, je dis, je cherche un sponsor pour décembre. 2 heures plus tard, j'en ai signé 2. Ok. Genre génial. 2 heures plus tard, ma facture, elle est envoyée. Boum. Tu vois. Genre, c'est vraiment, c'est assez hallucinant, le côté trust the process, petit à petit et tout machin, et après tout se déclenche, quoi. Ah bah de toute façon, le plus dur, j'allais dire c'est le premier. Bon, toi, dans ton cas, peut-être que vous aviez déjà bossé ensemble, ça a été peut-être le deuxième le plus dur, quoi. Là, t'as traversé du désert. Mais après, ça se cumule et je suis assez d'accord avec toi. C'est la répétition aussi. C'est pour ça que moi, j'essaye de créer souvent des nouveaux formats de sponsoring ou de brand content pour que des gens avec qui on avait déjà travaillé sur un format me fassent confiance une deuxième fois. Et c'est comme ça que moi, je fais du repeat sponsoring avec des sponsors avec qui je bosse depuis longtemps. Donc, et ça fonctionne très bien. Tu t'es pas arrêté au sponsoring, ceci dit, pour monétiser. Ouais. Ça t'a donné d'autres idées pour encore plus rajouter à ton chiffre d'affaires. Lesquelles? Déjà, je pense que aujourd'hui, j'ai bien conscience que 80% des clients, des membres qui rejoignent Marketing Flow, la communauté, c'est des personnes qui sont passées par ma newsletter, et je le vois parce que c'est Laura qui organise des démos, et souvent ils sont en mode « Ah, ça fait longtemps que je suis Pierre, etc. » sur LinkedIn, sur sa newsletter. Donc, c'est quand même assez ouf. Et oui, et du coup, en fait, là, je me suis fait une grosse réflexion août, septembre, en mode, ok, je suis head of growth part-time en freelance depuis 5 ans, je bosse 1 jour par semaine, tu vois, pour mes clients, je les aide dans leur strate de croissance. Je mets en place 5, 6, 7 leviers marketing. Et si j'en faisais qu'un seul pour plusieurs clients? Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi le truc où je m'éclate? J'adore écrire. C'est quoi le truc où il y a de l'impact? C'est remarquable et tout. Et en fait, il y a 4-5 clients que j'ai accompagnés sur les 2 dernières années en prise de parole LinkedIn, où je les ai fait, mais vraiment exploser, des millions de vues, des x2 sur le CA, enfin des trucs vraiment canons, et où moi je me suis bien marré. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais lancer ça en racontant tout mon processus de réflexion dans la newsletter, et je vais mettre un Calendly à la fin, quoi. Sachant que le Calendly, c'est en mode, si tu veux bosser avec moi, du coup, tu dois précocher, j'ai un budget de minimum 3 000 € hors taxe, et je suis fondateur d'une boîte à impact, l'impact positif est au cœur de ma proposition de valeur, de mon offre, etc. Donc tu vois, très qualifié, quoi. Et je lance le truc, et j'ai généré genre 15 calls. Oh purée. Hyper qualifié. C'est Non mais énorme. insane. Mais tu vois, en fait, ça rappelle toujours le truc que j'ai envie de répéter à tous les débutants entrepreneurs, parce que, mais moi aussi j'étais débutant entrepreneur et j'ai fait cette merde. C'est arrêter d'essayer de vendre tout de suite, créer une putain d'audience, apporter de la valeur, montrer votre expertise. Et une fois que vous avez fait ça, parmi ces gens avec qui vous avez créé une relation de confiance, etc., il y a des gens qui vont avoir des besoins. Aidez-les et faites-vous rémunérer, mais dans ce sens-là, pas l'inverse. Sinon, tu rames. Genre, en gros, j'ai passé 1 an, tu vois, à arriver là avec ma newsletter. Et en fait, en 1 an, c'est le côté, genre, tu réussis du jour au lendemain en mode, là, boum, 15 calls en 24 heures. Mais c'est parce que c'est 1 an avant, et puis c'est même pas 1 an, c'est 5 ans et c'est 10 ans, tu vois. Mais il faut juste l'avoir en tête pour les gens, quoi. C'est hyper bien de le rappeler, et c'est bien aussi de rappeler construire ses offres en public, quoi, avant de les graver dans le marbre, parce qu'en fait c'est ce que tu as fait en toute transparence. T'as dit, bah voilà, j'ai vu ça comme problème, je pense à ça, donc si vous êtes chaud, go. Et je pense que si t'avais pas eu ces résultats-là, t'aurais pu refaire une newsletter après en disant, bon bah voilà, ça a pas marché pour X ou Y raison, maintenant je pense plutôt à ça, et ça aurait marché, tu vois. Donc c'est hyper intéressant, ta boucle là de rétroaction sur tes histoires, enfin sur tes expériences de freelance, elle fonctionne bien aussi pour trouver des clients, donc c'est trop bien. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner si on veut rajouter du revenu, parce que du coup ça représente quelle proportion de tes revenus, ce qui est issu de la newsletter, de la monétisation? En fait, aujourd'hui, je pense que moi j'ai envie d'être sur un rythme de 2 newsletters par mois, on va dire minimum et presque maximum. C'est-à-dire qu'en fait, si on est à 3, c'est cool, mais en fait, je veux en avoir 2. Et donc, du coup, si tu fais le calcul, environ 1 200 € par newsletter. Moi, l'objectif, c'est que ce soit toujours plein. Tu vois, ça fait, on va dire, entre 2 et 3 000 par mois. Et donc, sur 12 mois, tu vois, on est entre 20 et 30K, quoi. Donc, c'est 30% de mon CA en micro-entreprise, quoi. Enfin, du coup, là, je vais sûrement passer en URL à la fin de l'année prochaine, mais parce que là, je frôle le plafond, et après, c'est fini. Écoute, c'est top. Bon, écoute, parfait. T'as un petit conseil à nous donner sur la monétisation avant qu'on passe au bouquet final, à l'épisode final, qui va parler justement des side projects que ça a fait naître? Ouais. Et ne pas être greedy, tu vois. En gros, genre, encore une fois, avant de demander des trucs, donnés. Et donc, en fait, et surtout montrer l'exemple. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je contacte quelqu'un, je lui dis, tu sais quoi, je te mets gratos dans la news. Viens, on fait un encart. En fait, comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable d'avoir des stats de temps d'ouverture, temps de clic, temps de machin. Ça ressemble à ça, un encart. Derrière, quand tu vas voir un sponsor, en fait, tu peux aller voir, tu vois, tu peux avoir des vrais chiffres, puis tu peux aussi adapter ton
ton pricing, dire voilà, c'est 50 euros, 100 euros au début, c'est pas très grave, tu vois, mais juste en fait, tu vas crescendo. Mais toujours, moi, je comprends pas les gens qui n'ont pas fait et qui n'ont pas fait et tu vois, qui vendent, etc. Genre, je trouve ça vraiment cool de se dire en fait, d'abord, tu as des résultats cool et après, euh, tu, euh, tu vends, quoi. Je suis d'accord avec toi et on a aussi enregistré un épisode hyper complet avec Sébastien Lorbet c'est un dev qui a fait une newsletter qui lui rapporte 150 000 euros par an. Ok. Et du coup, il nous parle aussi de ça, comment il va courtiser les bons sponsors, quitte à leur faire pas cher, voire même gratos, pour avoir des cas clients et pour ensuite attirer tous les autres sponsors. Ouais, Donc, parfait. parfait alignement stratégique entre vous et je suis tout à fait d'accord parce que ça vous donne de l'expérience aussi. Et quand on est free, on a l'habitude de travailler un petit peu pas complètement gratuitement, mais quand on se lance dans un nouveau domaine pour apprendre en fait, être payé pour apprendre, même si c'est pas payé cher, c'est déjà pas mal. Donc trop cool. Et ce que je te propose, Pierre, c'est qu'on finisse cerise sur le gâteau par la notion d'avoir des side projects en freelance. Et la newsletter en fait partie. T'en as d'autres aussi en cours qui te rapportent de l'argent, de l'apprentissage, plein de choses intéressantes. On en parle dans la fin de l'épisode. Alors, toi, tu considères que ta newsletter, c'est un side project, c'est un main project? Raconte-moi un petit peu, parce qu'en parallèle, tu lances un peu ce SaaS, la solo portfolio. C'est ta newsletter qui t'a donné l'idée. Raconte-moi un petit peu la relation entre tous ces projets, finalement, dans ton scope de solopreneur. Moi, ce que je vois, c'est, en gros, j'ai 2 casquettes. Je suis cofondateur d'une communauté. Donc là, je suis entrepreneur, en gros. Je suis freelance. Pour du coup là en ghostwriting pour des CEO de boîtes à impact. Donc c'est 2 activités qui sont totalement différentes en termes de responsabilité, de quotidien, etc. Et ma newsletter, c'est le truc qui va les relier justement et qui va permettre de raconter et documenter le quotidien, l'équilibre, les objectifs entre les deux. Donc je vois vraiment ma newsletter comme le fil rouge. Alors c'est un side project clairement. Du coup c'est comme si j'avais en fait 3 activités. Il y en a une qui est plus sur mais du coup, sauf que celle-là, l'idée c'est qu'elle m'amène, qu'elle continue tout le temps et que j'en sois pas lassé. Tu vois, genre j'étais head of growth part-time en freelance, là j'arrête, je suis ghostwriter, pardon. Peut-être que je ferai autre chose, mais du coup, pareil, la communauté Marketing Flow, peut-être qu'un jour je vais la vendre, j'en sais rien, peut-être un jour ce sera un jour par semaine, je sais pas. Aujourd'hui, ça me prend 2-3 jours par semaine, tu vois. Mais cette newsletter, pour moi, c'est le fil rouge qui va me permettre qui me permet aujourd'hui de pérenniser mes projets, tu vois, de les viabiliser et tout, parce que comme je disais, 80% des clients, et qui me permettent d'être aussi une rampe de lancement pour mes futurs projets. Donc pour moi, c'est vraiment en fait au final le pilier central et le fil rouge de ma vie pro. Génial. Quoi. Et alors, parle-moi un peu de Solo Portfolio. T'as eu l'idée avec ta newsletter ou tu l'as documenté dedans? Comment tu t'en es servi? Ouais, en gros, l'histoire c'est je rentre, c'est fin août, mon plus gros client en freelance, en head of growth, me dit en fait on coupe tous les budgets marketing, désolé, faut qu'on aille chercher la renta, on coupe tout machin et tout, et du coup moi je perds 80% de mes revenus du jour au lendemain. Et du coup c'est chiant. Histoire traumatisante qui est quand même à la racine de toutes les fois où on s'est bougé le cul pour créer des produits. Je tiens à signaler, parce que tout le monde est trauma quand tu perds ton monoclient, mais c'est pas bon le monoclient, les gars. Ouais, exactement. Il y a un côté, en termes de charge mentale, c'est que, moi, tu vois, j'ai fait ça pendant 5 ans. En termes de charge mentale, c'est assez ouf le fait de dire, en fait, tu vois, genre en termes de notif Slack, de machin, de trucs, t'es pas en train de jumper sur 20 000 trucs, sachant que moi, à côté, j'ai ma boîte où j'ai déjà plein de sujets. Donc quand même, quand t'as plein de gens qui attendent des trucs de toi, c'est quand t'as plein de clients. Mais du coup, je vis ça, je me dis, ok, bon là, c'est le coup de pied au cul. Ça fait trop longtemps que tu réfléchis à revoir ton modèle et te spécialiser. Parce qu'en fait, moi, de par, tu vois, les petits hacks marketing, ma présence en ligne et tout, j'ai jamais vraiment eu besoin de me spécialiser parce qu'en gros, il y a des gens qui me contactent toutes les semaines. Est-ce que tu peux m'aider à faire de la croissance? Et vu que je sais faire plein de trucs par moi-même, et du coup, c'est assez facile. Mais j'avais toujours ce truc c'est quand même une charge mentale de prendre les responsabilités de la croissance d'une boîte dans la stratégie plus l'exécution, tu vois, genre t'as de la responsabilité, quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, ça serait cool de se spécialiser. Donc là, ça m'arrive, je me dis, bon, là, c'est l'occasion, quoi, réfléchis, quoi. Donc, je me dis, mais sauf que aujourd'hui, j'ai plein de trucs dans ma semaine. J'ai la newsletter, faut que j'écrive, trouver les sponsors, la communauté Marketing Flow, l'animer, la développer, créer des tutoriels, co-construire avec les membres, du coup, le freelance. Si je change mon activité de freelance, ça va foutre le bordel dans ma semaine, tu vois. Genre là, activité de freelance, 1 jour par semaine, TJM, 1 000 euros. Voilà, c'est simple. On avance, quoi. Donc là, si d'un coup j'ai plusieurs clients, comment ça s'organise, les temps de call, les temps d'exécution, comment j'organise tout ça? Je me dis, mais avant de me lancer, il faut que je sois sûr que ça fonctionne et que ça me plaise en termes de rythme. Parce que l'équilibre, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Donc j'ouvre un spreadsheet,
Je fais des tests et je me dis putain, mais en fait, je peux gagner plus de thunes. Je vais plus kiffer limite, tu vois, si je me fais à faire focus des posts LinkedIn, parce que j'aime bien le format, j'aime bien les raconter des histoires, engager les gens, être impactant et tout. Et du coup, je me dis, ok, attends, du coup, là, hop, ça va me prendre tant d'heures de call, tant de temps d'exécution, machin. Si je facture tant, attends, j'augmente les factures et tout. Donc, en fait, le truc, et à droite, j'ai un tableau qui me montre combien ça fait en CA annuel, combien il me reste de temps dans la semaine et tout. Donc, je fais ça à l'arrache. Ça m'aide, tu vois, je me dis, ok, je peux lancer cette offre. Ça va rentrer dans ma semaine de cette manière-là. Tu vois, j'ai calé newsletter, communauté, machin. Je publie sur LinkedIn le spreadsheet, full valeur en mode. Même pas lead magnet, tu vois, j'aurais pu te dire, mettez votre email, je dis, voilà, dupliquez-le, moi ça m'a grave aidé, machin et tout, et là je reçois des dizaines et des dizaines de DM en mode incroyable, j'ai jamais vu un outil comme ça, ça permet vraiment de se projeter, de comprendre la relation entre ta semaine idéale et le CA annuel, machin. Je me dis, putain, mais c'est cool, ça aide vraiment des gens, moi je kiffe, tu vois, le sentiment d'utilité, je pense que en tant qu'être humain, c'est quand même assez cool, et du coup je me dis, mais bon, même moi, le spreadsheet, ça me fait chier de passer du temps dessus et je sens que je vais y passer du temps parce que pour mes objectifs 2025, je vais le réutiliser, machin. Donc, et du coup, j'ai un pote, Tom, qui vient de débarquer. Il a quitté son CDI, tu vois, en tant que dev à Paris, il s'installe à Biarritz. Je lui dis, tiens, viens prendre un café à l'appart. Regarde, t'es pas chaud, on dev ça. Toi, tu dev, moi, je lance le truc, t'as besoin de clients freelance. Et là, tu vois l'intérêt de la newsletter. Je dis, bah, moi, je vais documenter dans ma newsletter. L'idée, c'est aussi, toi, peut-être te rapporter des opportunités tu vois, en fait, moi, je suis en mode, c'est un side project pour apporter de la valeur. On va pas gagner des milliers des cents. Je vais pas te rémunérer pour ça. On est potes. Ça te dit, t'as un peu de temps dispo, ça te dit qu'on le fasse. Il dit go. Tu vois, en mode, bah ouais, faut que j'ai un peu de temps. Il y a moyen de choper des missions. Je lui dis, je vais essayer de choper un sponsor. Je le sens bien. On fait moite-moite, tu vois. Il bosse dessus. Il fait une V1. Elle est pas ouf visuellement parce que c'est pas son métier. Moi, je suis aussi une tanche en design. Donc, on est là en mode, bon, c'est mieux que le spreadsheet, mais ça va pas non plus être dingue. Je continue à co-construire, tu vois, building public, j'envoie à des potes, une pote graphiste de la communauté Marketing Flow, elle me dit, putain, trop cool et tout. Bah, moi, je peux vous aider à faire toute la maquette et tout. On se retrouve à 3 freelances dessus. On bosse dessus. Moi, je deviens papa, congé pâte. Au final, c'était mon idée, mais ils ont tout fait en mode, genre, le build du produit. Ils ont tout fait en autonomie tous les deux parce qu'en fait, ils ont kiffé l'outil, la vision, le truc. Donc, en fait, bah, c'était à la base mon idée, mais en fait, on l'a vraiment bien réparti tous les trois. Ils ont kiffé aussi. Et du coup, je rentre de congé pâte. Le truc est pratiquement fini, on fignole. Moi, il faut que je trouve un sponsor. Je tape à toutes les portes. Il y a Dougs, du coup, le logiciel de comptabilité en ligne, qui d'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai plein de potes qui sont chez Dougs et qui disent que c'est ouf. Donc, tu sais, c'est toujours ce truc de, c'est cool d'aller monétiser, mais attention, les valeurs, à ce qu'on pousse et tout machin. Donc, ouais, bien sûr, non, ils sont fers. Moi, je les avais eu ma première année, j'ai été chez Dougs en compta. okay. Après, j'ai pris un truc un peu plus assisté parce que je suis une énorme assistée administrative. Okay. Mais c'est très bien quand tu commences et que tu fais un peu tout toi-même sur le logiciel, quoi. Donc, trop bien. Donc voilà, donc en fait, et en fait surtout, vu que on voulait vraiment lancer en novembre, puisqu'on sent que cet outil-là, il t'aide à faire tes objectifs 2025. Tu vois, tu composes ta semaine, tu joues avec les curseurs, tu vois le CA annuel. Donc moi, je sais qu'en décembre, je vais passer plusieurs heures sûrement dessus pour jouer avec et me dire, c'est quoi mon année 2025, tu vois. C'est hyper bien. Donc en gros, ce qu'on retient, c'est que d'avoir un média comme une newsletter, ça vous sert de place de marché aussi. Ça accélère tout de suite la traction parce que vous postez un message dessus et tout de suite les gens s'inscrivent ou s'inscrivent pas. Vous comparez à vos stats habituelles et voilà, ça t'a aidé. En plus, le côté, je trouve ça très malin que vous ayez fait un SaaS qui soit pas par abonnement ou genre tu payes 5 balles par mois parce que les gens vont pas payer 5 balles par mois pour faire leur planning, mais qui soit sponsorisé par un sponsor. Donc là aussi, ton expertise, ton expérience de sponsoriser ta newsletter pendant 1 an et demi t'a servi à décrocher un bon sponsor pour ça et sans doute à lui vendre mieux que si c'était ton premier sponsor que tu démarchais. Donc trop bien. Et est-ce que la boucle est bouclée ou est-ce que ça t'a servi à encore d'autres choses? Et non, et du coup, tu dis, t'as mis en petit pop-up, suivez mes aventures, nanana, et hop, la boucle de croissance, ça te revient aussi en nouveaux abonnés sur ta newsletter. Exactement. Combien il y a de trafic sur ton simulateur là? Là, on l'a juste lancé à l'instant, donc tu vois, je pense que pendant la période de lancement, à peu près 7-8 jours, je pense qu'il y a eu à peu près 3000 personnes uniques, tu vois, freelance indépendants qui ont débarqué dessus. Donc c'est cool, et il y a un temps d'utilisation, je sais pas, de 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes à peu près dessus, donc c'est-à-dire que les gens vraiment ils jouent avec et tout machin. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir au fur et à mesure chaque jour combien il y a de personnes qui se connectent, parce que je crois au truc de tu testes, mais après tu vas retourner pour approfondir. Donc j'aimerais bien que petit à petit, tu vois, il y ait 50, 100, 150 personnes par jour, etc., voire plus, qui l'utilisent, quoi.
Bon, bah écoutez, ça va être le moment là d'aller tester Solo Portfolio dans la newsletter du board. Je vous mets bien sûr la newsletter de Pierre si vous voulez suivre ses aventures, Trop parce cool. que Pierre, c'est un peu le Martine des temps modernes, hein. C'est Pierre construit un SaaS, Pierre construit une communauté, J'accepte Martine a essayé Martine. de scaler. Martine qui a une moustache, mais Martine quand même. Exactement. Et franchement, on te remercie de tout partager avec nous. Moi, j'adore le partage en mode 100% transparent, les chiffres et tout, pour qu'on comprenne que voilà, que c'est possible en fait. Donc trop cool, tout ça en ayant un bon équilibre de vie. Est-ce que tu as un petit mot final, un petit défi final à nous donner pour nous ambiancer sur ce sujet, newsletter et ou side business corollaire? Ouais. C'est ce que je dis à mes potes qui ne se lancent pas à créer du contenu en ligne et notamment à lancer leur newsletter. J'ai quelques potes. Tu vois, genre il y a un truc, par exemple, si on compare avec l'investissement financier, on va dire, en fait, tu gagnes ton salaire, par exemple, si tu es en CDI, ou alors ton CA, voilà, à la fin du mois, je sais pas, le 30 du mois. La stratégie, c'est de dire que tu vois, tu as des virements automatiques vers tes placements. On sait rien, si tu as un PER, une assurance vie, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas conseiller en patrimoine. Mais en gros, il y a un délire il y a quelques centaines d'euros qui partent là. Et en fait, après, boum, le 5 du mois, tu as payé ton loyer, ça. Et après, il te reste à vivre, ton reste à vivre. Mais au moins, ça, c'est placé et c'est investi pour ton futur, pour ton avenir, pour ta retraite, tes projets de vie, etc. Et moi, en fait, c'est exactement la même manière que j'ai de voir la création de contenu. C'est pour ça que j'ai 0 call avant 14 heures dans ma semaine. Et en gros, le matin est dédié à mon investissement, le premier, qui est ma présence en ligne. Donc, les posts sur LinkedIn, écrire ma newsletter, etc. La création de contenu. Et une fois que j'ai fait ça, après, je prends des calls, après, tu vois, on se fait un podcast, après, on fait des trucs. Mais d'abord, je me paye moi. J'investis sur moi. Et après, je fais des trucs pour les autres. Et pour moi, c'est trop important parce que je le vois aujourd'hui, c'est contre-intuitif parce que ça prend beaucoup de temps, des années avant que ça paye. Mais tu vois, comme je te disais là, quand tu fais un post LinkedIn et 2 heures plus tard, t'as signé 2 sponsors, t'as fait 2000 balles de CA, moi, ça me fait halluciner, hein. Tu sais, je fais une petite danse de la joie chez moi, je suis en mode what the fuck, genre tout ce travail dans lequel j'ai pris du plaisir parce que j'aime bien écrire, raconter des histoires, documenter, apporter de la valeur aux gens, mais tu vois, c'est ouf. Et du coup, là, alors que ça fait 10 ans que j'entreprends, 5 ans que j'écris, j'ai l'impression que je suis à day one de mon aventure sur ces trucs-là. Et je suis en mode, mais où est-ce que ça sera dans 5 ou 10 ans? Ça va être ouf, ça va être ouf. Donc vraiment, genre, payez-vous le matin, tu vois. Génial. Moi, je fais tous mes matins deep work aussi. Donc, ça me rappelle tout à fait mon activité. Ça fait un peu égoïste quand on dit ça, tu sais, moi d'abord, les autres après, mais pas du tout. C'est parce que de toute façon, on trouvera toujours du temps pour les autres, notamment nos clients qui nous payent. On a toujours plein d'urgences. On va toujours s'occuper d'eux. On trouvera toujours un moyen de les caser. Alors que soit, on va toujours faire sauter son me time. Voilà, donc faites-le en premier. Très très bonne conclusion de cet épisode. Merci Pierre d'avoir été avec nous et puis n'hésitez pas à vous abonner à Pierre Guilbeault sur Substack et je vous dis à la prochaine dans les prochaines mini-séries du board. Salut tout le monde. Salut.